13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h19 sur Europe 1, la suite d'Europe 1, 13h avec vous, Céline Géraud. Et c'est l'heure d'accueillir vos chroniqueurs du jour. Le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier qui arrive dans quelques minutes. Et avec vous aussi, Olivier D'Arcigol. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va. Bon, en attendant Jean-Claude, on va évidemment revenir sur l'actualité. Et j'avais envie de commencer par ces meurtres, ces rixes, ce narcotrafic et la justice dépassée par l'ultraviolence des mineurs. Il ne se passe pas une semaine, on peut le dire, sans qu'un nouveau drame impliquant un mineur ne fasse l'actualité. Mardi soir à Grenoble, un adolescent de 15 ans a été tué d'une balle en pleine tête dans le centre-ville, près d'un point de deal. Et ce matin, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, était l'invité de France Inter. Et pour lui, les actions d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, sont insuffisantes. Il a un discours anti-sécuritaire. Écoutez. Ce que je voudrais déjà, c'est qu'Éric Piolle déploie beaucoup plus de caméras de vidéoprotection. Il a un discours antisécuritaire. Moi, je pense que la production de la sécurité, désormais, on le voit bien dans toutes les grandes villes, elle doit être à la fois l'affaire du maire qui a des pouvoirs de police, légalement, et l'affaire de l'État au niveau national. Il y a simplement 200 caméras pour une ville qui compte plus de 160 000 habitants. Dans une petite ville voisine qui est Vienne, 30 000 habitants, il y en a 240 caméras. Vous savez, si on avait eu suffisamment de caméras dans l'affaire du fourgon, on aurait pu sans doute suivre beaucoup mieux les attaquants. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera, vous voyez. Voilà, Bruno Retailleau ce matin, et si on en parle cet après-midi, c'est parce qu'il y a une hausse du nombre de mineurs mis en cause pour violences graves. Ce sont des chiffres du ministère de la Justice relayés dans les colonnes du Figaro. On est à plus 56% pour les mineurs condamnés à la prison. C'est énorme, Olivier D'Arcigol. Oui, c'est une actualité, une réalité que nous commentons très régulièrement à l'aune des faits divers qui deviennent en effet des faits de société, puisqu'ils impliquent le plus souvent des jeunes très jeunes, 12, 13, 14 ans, 15 ans, et avec une forme de violence, elle aussi inédite. L'ensemble des acteurs du monde de la police, du monde de la justice, alertent depuis quelque temps, ce qui demande bien évidemment une réponse coordonnée avec ce continuum de sécurité qui va de la police nationale. C'est une mission régalienne, mais permettant aussi d'associer les polices locales et des moyens locaux de sécurité. Mais il me semble que Éric Piolle est en train de prendre la mesure de ce sujet, puisque très récemment, il est intervenu pour dire qu'en effet, il y avait une question à régler localement sur cette question de sécurité. J'accueille d'ailleurs Jean-Claude Dacier qui vient de nous rejoindre dans le studio. Bonsoir Jean-Claude. Non, on commence. C'est un point parce que je ne sais pas ce dont vous parlez. Là. Nous parlons d'ultraviolence et de ces chiffres du ministère de la Justice sur l'ultraviolence des mineurs. C'est le quotidien. Des très jeunes délinquants, effectivement. On est revenu sur le drame absolu à Grenoble avec ce délinquant de 15 ans tué par balle. 558 condamnés en prison pour mineurs, c'est donc 56% de plus sur ces 7 dernières années. Jean-Claude Dacier, l'ultraviolence chez les personnes de plus en plus jeunes, c'est inquiétant, ça interpelle. Est-ce que la justice est un moyen de réagir ? Vous voyez des enfants de 14 ans, voire 13, voire plus jeunes encore, enfin disons que le minimum c'est 13 ans, et qu'ils se livrent à des actes qu'on considérait comme absolument inenvisageables il y a encore quelques années. Donc je pense qu'il va falloir revoir complètement, ça a déjà été le cas, mais je pense que c'est pas suffisant, il va falloir revoir l'ordonnance des mineurs, et il va falloir penser en effet à un certain durcissement de la législation, si ce n'est pas un durcissement clair, net, de la législation concernant ces mineurs qui sont en réalité des adolescents. On voit bien que nos enfants nous-mêmes, on les voit bien grandir plus vite et s'affirmer jeunes filles ou jeunes hommes plutôt que on ne l'a jamais connu. Donc c'est aussi vrai, hélas, dans cette partie de la société française qui se livre à une délinquance extravagante et avec des positions et des postures en échange, dit-on, de quelques gros billets d'euros. On les voit se livrer à des actes considérés encore il y a peu de temps comme inimaginables. C'est-à-dire qu'ils tuent une balle dans la tête, ils sont contents, ils ont 10 000 euros, 5 000 euros dans la poche. Donc il faut durcir incontestablement, mais là encore, je voudrais pas être enfermiste à tout craint, mais enfin on voit bien qu'on manque de moyens. Alors justement, on voit bien qu'il y a trop de magistrats qui font encore de la gestion carcérale. Ils savent pas très bien si le garçon qui sont en face d'eux, il faut l'enfermer, mais ils savent pas si il y a
légitimité, des possibilités, et donc il y a encore une fois un manque de moyens cruel, non seulement en place de prison, mais aussi dans les centres de rétention administrative. Alors justement, cette enquête du Figaro... C'est une tragédie. Cette enquête du Figaro que nous relayons sur Europe 1 aujourd'hui auprès de centres de détention pour mineurs témoigne justement de cette ultra-violence. Les surveillants pénitentiaires qui sont interrogés dans cette enquête pointent du doigt une situation alarmante, délaissée par les politiques, un cadre pénal inadapté. Ils disent aussi qu'il y a une déconnexion totale de ces jeunes qui vivent dans un tiers-monde intellectuel et économique. Et c'est souvent des familles monoparentales. 90% des délinquants sont issus de familles monoparentales. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs raisons. Alors on va me dire que je parle toujours régulièrement des questions des moyens, mais si nous pouvions une fois pour toutes régler la question des moyens dans un pays qui, sur 1000 € de dépenses publiques, n'en consacre que 4 à la justice. C'est la première chose. La deuxième chose, il est en effet évident que ces familles monoparentales, qui est un terme très généraliste pour dire que des femmes élèvent, que des femmes très prioritairement élèvent leur enfant seul et sont soumis à tout un tas de problématiques et de difficultés, l'aide à la parentalité, l'aide à ces familles monoparentales, le fait que le temps scolaire n'est pas uniquement... Il y a parfois des salariés, femmes, qui partent au petit matin par le RER-B très tôt, qui rentrent le soir, et en effet, nous avions avant une société qui permettait d'accompagner un jeune tout au long de sa journée. C'est moins le cas. Il y avait les centres de loisirs, il y avait des activités sportives, et aujourd'hui les enfants ne vont plus. Il y avait des gardiens d'immeubles à la place des digicodes, il y avait de l'aide scolaire dans des associations, il y avait de l'éducation populaire, il y avait une prise en charge. Il y avait surtout beaucoup moins de familles de migrants, mon cher camarade. Toutes ces choses-là, et les difficultés peuvent frapper toutes les familles de tous les profils, nous le savons bien, puisque dans les quartiers populaires, il y a en effet des familles issues de l'immigration qui sont aujourd'hui des familles... la délinquance est souvent la seule solution pour échaper à la pauvreté. Alors ça, j'ai du mal à le dire parce qu'il y a... c'est de l'argent facile, parce que la majorité des familles qui vivent... C'est ce que disent les surveillants. La majorité des familles qui vivent dans les quartiers populaires sont des familles qui se comportent bien, qui subissent la loi des gangs, qui sont des travailleurs dont on avait vu au moment de la crise sanitaire que c'était des travaux non télétravaillés. Métier essentiel, disait-on à l'époque, toujours pas valorisé aujourd'hui, et ces familles essayent de s'en sortir terriblement. Et elles ont la vie pourrie par des bandes, par des réseaux, par des mafias, par des familles entières qui vivent de ces réseaux, qui vivent de ces mafias. Donc ça devrait permettre Mais vous savez, beaucoup de personnes de ces quartiers disent « mais on sait qui fait ça ». Bah oui, bien sûr. Elles peuvent continuer à le faire en toute impunité, le plus souvent. Olivier, reconnaissons, je suis globalement d'accord avec toi sur le fond de cette misère qui, pour une part, explique la criminalité, avec l'attraction de l'argent facile. Chacun connaît ça. Néanmoins, reconnaît que la question du nombre est essentielle. La situation que tu décrivais il y a 30 ans ou 35 ans est exacte. Et c'est vrai qu'on assimilait mieux, qu'on intégrait mieux, parce que les gens venaient pour travailler, ils discutaient pas. On est confronté à un problème beaucoup plus grave. Et c'est vrai, tu as raison, que c'est sans doute une minorité, je dirais, et j'ose dire, toute petite, une petite minorité de délinquants qui sont élevés au sucre de la violence, de la délinquance à tout prix, et qui considèrent que au fond la religion musulmane est supérieure à toutes les autres et qu'elle doit, en tout cas, qu'ils n'acceptent plus qu'on leur impose autre chose. Là, on a un vrai problème. Et pour le moment, il n'a que peu progressé. Donc les problèmes de répression, parce qu'il y a urgence. Répression parce qu'il y a urgence. Tu as raison, prise en compte du maximum possible des familles monoparentales et autres. Mais honnêtement, on a un problème gigantesque devant nous. D'abord, commençons par essayer de régler la délinquance inacceptable.